Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un topo et un peu un pot pourri d'un ensemble d'activités qu'on a déjà réalisées, notamment pour essayer de maximiser l'utilisation d'Internet ou du moins tester l'utilisation d'Internet à des fins de surveillance. Je vais voir avec vous les grands enjeux au niveau de la surveillance. C'est pas un cours sur la surveillance, mais j'essaie de dégager les prémices de base puis les enjeux de base pour ensuite voir comment on a essayé, on a tenté des choses jusqu'à présent, puis qu'est-ce qu'on tente de faire ou qu'est-ce qu'on a l'intention de faire dans un futur assez rapproché pour essayer de rapprocher de la surveillance et l'Internet. Donc, je vous apprends peut-être rien en vous disant que le réseau de la santé est largement investi dans la question des services aux malades, puis de gestion de la maladie. La santé publique occupe dans l'ensemble du réseau de la santé une petite part, même si on fait porter à la santé publique une grande part de responsabilité au niveau de la prévention, au bénéfice de l'ensemble de la population. Donc, on essaye de travailler en santé publique au-devant, en amont des problèmes, plutôt qu'en aval. Et cette santé publique s'organise donc sur un ensemble je dirais, de grands champs d'activité que sont la protection de l'état de santé de la population, donc qui touche en fait toute la réponse aux maladies infectieuses, aux intoxications, aux infestations, on pense aux punaises de lit, la chaleur accablante. Donc, on protège la population, on fait de la prévention des maladies chroniques en adressant la question spécifique des déterminants, des habitudes de vie, mais aussi celle des inégalités sociales de santé. On essaie de jouer en matière de prévention en intervenant sur des dimensions liées à l'environnement urbain, puis on s'intéresse à des groupes spécifiques, notamment la question de la santé des jeunes. En promotion, donc le troisième grande fonction en santé publique, vise à faire la promotion des saines habitudes de vie, travailler au renforcement des communautés, à créer des milieux favorables à la santé, donc aux habitudes de santé, à influencer les politiques publiques pour favoriser les politiques publiques qui sont qui visent l'amélioration de la santé, puis à une réorientation également des services de santé. En amont de ces actions de santé publique, on a la surveillance. La surveillance qui est une fonction de santé publique balisée par la loi. Donc, le directeur de santé publique a un mandat légal de surveiller l'état de santé de la population, mais il a aussi le mandat d'informer la population sur son état de santé. Et donc, la surveillance vient jouer ici un rôle central dans l'exercice de planification, à la fois des activités de protection, de prévention puis de promotion. Donc, on surveille pour mieux planifier nos activités, nos trois P, protection, prévention, promotion. On surveille quoi? Bien, on surveille l'état de santé global, les perceptions de l'état de santé, les incapacités, les inégalités sociales de santé, la répartition des états de santé physique, les maladies, les traumatismes, la mortalité, la morbidité, les éclosions d'épidémies, la santé mentale, psychosociale, l'intégration sociale, l'adaptation, etc. Donc, c'est un ensemble d'objets qui sont au centre de la mission de surveillance et de la fonction de surveillance. Comment on surveille? Quels sont nos outils? On a accès à des fichiers médico-administratifs, donc sur, par exemple, les hospitalisations, les admissions à l'urgence. On a des données sur les naissances, les décès qui proviennent de l'État civil. On a des données de la RAMQ, de la Régie de l'assurance médicaments du Québec. On a des données du recensement qu'on utilise beaucoup. On a des données de surveillance épidémiologique, c'est-à-dire ces maladies à déclaration obligatoire qui sont notifiées par les médecins, par les laboratoires et qui sont envoyées aux directions de santé publique régionales qui compilent donc les maladies à déclaration obligatoire. Puis on a aussi des enquêtes populationnelles, des projets de recherche qui nous permettent d'approfondir ou de suivre certains phénomènes, certains états de santé dans l'ensemble de la population.
L'enjeu, il est sur le populationnel. Bien qu'on fait de la recherche, notre mandat, il est davantage sur la surveillance populationnelle. Donc, on veut faire des enquêtes, mais pas à n'importe quel prix. On veut faire des enquêtes qui vont nous permettre de faire des généralisations à l'ensemble d'un groupe ou à l'ensemble d'une population, qu'elle soit à l'échelle du territoire montréalais ou qu'elle soit à l'échelle d'un centre de santé et services sociaux, donc un C3S. Ce sont des enjeux donc, auxquels on a à répondre dans le cadre de notre mandat. La santé, c'est une réalité complexe. Il y a de plus en plus de groupes à suivre. C'est une population qui change dans l'espace, dans le temps. On a des méthodes d'enquête à revoir. Nos méthodes traditionnelles, essentiellement autour des enquêtes téléphoniques ou des enquêtes en face-à-face, mais surtout les enquêtes téléphoniques, sont à revoir. On a des défis de taille, notamment liés à des taux de réponse, à la question de la couverture. Ce n'est pas tout le monde qui a un téléphone à la maison. C'est avec les numéros de téléphone à la maison qu'on fait des échantillonnages. Donc, notre couverture réduit et les gens répondent moins aux enquêtes téléphoniques, ce qui fait que la qualité des données est aussi moindre. Donc, on a des défis importants à relever à ce niveau-là. D'autres défis, le recensement. Vous avez entendu parler des transformations proposées par Statistique Canada, appuyées par le gouvernement Harper, d'apporter des changements importants au recensement, de transformer ce qui était un exercice dans sa grande majorité obligatoire, on l'a transformé en une enquête. Donc, le recensement va rencontrer les mêmes problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut jouer ou négocier avec des gens qui décident de ne pas répondre. Donc, dans des perspectives d'enquête populationnelle, c'est un enjeu majeur parce que ça introduit des biais pour lesquels on n'a pas toujours des éléments, ou du moins on n'a pas toujours tous les éléments pour contrôler ces biais. Donc, il y a des enjeux à ce niveau-là. Mais il y a aussi l'enjeu de produire rapidement des données qui sont utiles pour l'intervention. Faire des enquêtes, c'est souvent long. Long en planification, long en réalisation et long en analyse. Je vous propose un exemple qu'on a mis en place dans le cadre de la pandémie de grippe A H1N1. Pour illustrer comment on peut mettre en place et quelles sont les conditions, les limites de réalisation d'une enquête ou d'un type d'enquête qui se fait en temps réel. On part avec la chronologie d'une grippe porcine ou d'une grippe H1N1. On a le 14 avril, c'est les premiers, en 2009, donc on retourne il y a presque 2 ans. 14 avril, il y a un premier cas de grippe confirmé à Montréal. Le 11 juin, il y a un état de pandémie. Le 30 août, la première vague de grippe est terminée. Il y a eu 1280 Montréalais infectés par la grippe. En septembre, on est en attente de la seconde vague de grippe A H1N1. On analyse toujours les données du réseau de la santé et, en parallèle, on recueille des données d'enquête populationnelle, mais on fait des enquêtes téléphoniques. On fait des enquêtes téléphoniques au mois pour essayer de suivre l'évolution de la grippe dans la population, dans l'ensemble de la population, et non seulement parmi ceux qui vont à l'urgence ou ont un diagnostic confirmé. Et le 27 octobre, on propose une innovation. On lance un site Internet qui s'appelle Grippe Montréal, qui prétend être capable de suivre la grippe en temps réel avec la participation de la population. Donc, jusqu'à présent ou jusqu'à ce moment, on avait fait de l'analyse de données administratives. C'était les inscriptions aux urgences pour des syndromes d'allure grippale, des appels à InfoSanté pour la grippe H1N1, des cas confirmés ou probables et les hospitalisations. C'était nos données et il y avait, en dessous, il y a les décès. Donc, c'était les sources de données administratives. On a fait des enquêtes téléphoniques qui nous ont permis d'estimer qu'au courant de la deuxième vague, de septembre jusqu'à fin décembre, début janvier, 400 000 Montréalais auraient été touchés potentiellement par la grippe A H1N1. Donc, on a fait des enquêtes et de ces enquêtes, on a fait de l'inférence populationnelle.
Donc, entre-temps, on a aussi utilisé ces données d'enquête pour orienter des actions, donc des actions de santé publique, en disant, bon, on sait où il y a des taux de couverture plus grands, moins grands dans l'ensemble de la population, et on connaît les caractéristiques associées à ces personnes. Donc, on était capable de caractériser les personnes qui ne se faisaient pas vacciner, ce qu'aucun autre système de données administratives pouvait nous donner. On avait juste un lieu de vaccination, alors que là, on ajoutait une variable supplémentaire qui nous permettait de mieux cibler. Est-ce qu'on avait affaire à des communautés ethnoculturelles? Est-ce qu'il fallait travailler davantage sur certains territoires? Est-ce qu'on était chez des personnes qui étaient moins nantis, plus nantis? Et ce qui nous a permis, puis je fais une parenthèse, le directeur de santé publique à Montréal, je ne sais pas si dans les autres régions ça s'est fait aussi, mais a lancé une série d'appels téléphoniques de masse dans la population montréalaise pour les inciter à aller se faire vacciner. Mais c'est les lieux où il a fait les appels, où on a envoyé les appels, étaient basés sur des analyses, des enquêtes populationnelles. Ils nous ont permis donc de cibler de manière plus précise les gens qui étaient peut-être les plus prêts à aller se faire vacciner pour les faire passer de l'intention à l'action. Je vous parlais d'une enquête populationnelle. Il y a juste c'est un cycle pour une enquête. Dans un contexte d'urgence, ça nous a pris à peu près 1 mois. De la planification, de l'élaboration du questionnaire, des plans de sondage, la collecte, le traitement, l'analyse, puis la diffusion, en 30 jours. C'est un temps record. On a eu de l'aide de New York, on a eu de l'aide donc d'un peu partout pour nous aider, notamment avec le questionnaire, ce qui nous a fait sauver du temps, mais on ne s'en sort pas sur la question de la collecte. Il faut prendre le temps de faire les appels et si on sacrifie le temps dans une enquête téléphonique, on augmente le taux de non-réponse. Donc, c'est un système que connaissent bien les sondeurs. Plus tu te donnes de temps, meilleurs sont tes taux de réponse et c'est une manière aussi de minimiser les biais. Donc, pour ne pas se retrouver avec seulement 5 ou 6 de taux de réponse et là, inféré à l'ensemble de la population, on s'est donné, ou on avait l'obligation de se donner un peu plus de temps. Donc, on allait vers 2 semaines et demie, 3 semaines de collecte. Et on en a fait 5 enquêtes de la fin juillet jusqu'à la fin décembre. Donc, on a une donnée d'enquête qui nous permet d'avoir des points dans le temps, qui nous permet d'arriver aux 400 000 personnes estimées qui auraient été touchées par la grippe. Les coûts sont assez importants pour ce genre d'enquête. Vous pouvez imaginer des enquêtes auprès d'environ 1000 personnes à chaque fois. Et les données présentent toujours une situation qui est passée. On est face à un problème, on est face à une pandémie et il faut agir maintenant. Et ce que nous donnent les données d'enquête, c'est toujours un regard en retard. Donc, il y a 2 semaines, même si on fait très rapidement, ça sera toujours il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, il s'est passé telle chose où la situation était telle que décrite par l'enquête. Et donc, c'est peu utile pour l'intervention en temps réel lorsqu'à chaque jour, il y a des décisions qui se prennent. Donc, l'avantage d'un système de surveillance populationnelle en temps réel, ça serait d'estimer rapidement la prévalence et l'incidence de la maladie dans l'ensemble de la population, de cerner des facteurs associés aussi en temps quasi réel, de soutenir la prise de décision au moment où elle a besoin d'être soutenue et d'alimenter aussi des activités de communication avec la population. Donc, si on a des nouvelles données, rappelez-vous le mandat du directeur de santé publique, surveiller l'état de santé, informer la population de son état de santé. Donc, il y a les 2 pôles dans le mandat ou dans la fonction de surveillance. Sur la question de l'analyse en temps réel ou des systèmes de surveillance en temps réel, vous connaissez peut-être Google Flu Trends, suivi de la grippe google.org, qui, sur la base des recherches faites par les usagers de Google ou des moteurs de recherche Google, arrive à reproduire des courbes qui, dans un travail qu'ils ont fait avec le CDC, le Center for Disease Control américain,
montre que Google arrive à prédire environ une semaine à l'avance par rapport aux autres systèmes de surveillance quand il y aura une hausse dans l'activité grippale dans la population. Au moment de la grippe A, donc en 2009, on avait des données pour l'ensemble du Canada, sauf le Québec. Il y avait des enjeux de langue, il y avait des enjeux à d'autres niveaux qui m'échappent complètement, mais on n'avait pas de données pour le Québec complémentaires, pas de données complémentaires. Health Maps, donc c'est un système qui est alimenté par tant des individus qui peuvent déclarer être malades dans un lieu donné. Health Maps avait aussi, au moment de la grippe, développé une application iPhone, donc pour qu'on puisse déclarer qu'on a été malade, qu'on a eu des symptômes associés à la grippe. Mais ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils ratissent le web pour ressortir les nouvelles. Donc, les nouvelles, les titres dans la presse qui traitent d'une gamme assez étendue là, de problèmes de santé et qui sont donc ensuite reportés dans cette carte. On a regardé du côté aussi, puis là, on peut les passer assez rapidement. Il y a quelques systèmes de surveillance au Portugal, en Angleterre, qui ont été mis en place dans le contexte de la grippe A H1N1, de la pandémie, pour suivre les symptômes associés à la grippe dans l'ensemble de la population et avec la collaboration de la population. Donc, dans l'ensemble de ces systèmes, donc Flu Survey, GripNet, Flu Tracking en Australie et InfluWeb en Italie, on a donc des gens qui, à chaque semaine, répondent à un bref questionnaire sur ce qui s'est passé au courant de la dernière semaine. Et donc, ça nous permet, si on a un nombre de participants suffisant, de produire de manière hebdomadaire des nouvelles estimations sans avoir à passer à travers une firme de sondage, par exemple. Donc, regardant tout ça, regardant aussi les enjeux et les défis qu'on avait et le mandat qu'on avait en surveillance, on s'est dit, est-ce qu'on peut tenter l'expérience pour Montréal? L'ensemble de ces systèmes, je vais juste le noter, sont des systèmes nationaux. L'Angleterre, l'Australie, le Portugal, l'Italie. Et nous, on faisait le pari qu'on pourrait le faire pour l'île de Montréal. Donc, l'île de Montréal, c'est le territoire socio-sanitaire sur lequel on a un mandat. Donc, on a mis sur pied Grippe Montréal avec une équipe à l'interne en l'équivalent de 2 semaines et demie. Donc, partir de rien jusqu'à développer un site qui présente donc je vais juste vous présenter quelques caractéristiques du site. Donc, on a un questionnaire d'inscription avec des données sociodémographiques de base, lieu de résidence, composition du ménage, présence ou non de maladies chroniques, ce qui nous permet d'avoir un profil donc, de base du répondant ou du participant qui doit s'inscrire à Grippe Montréal. Ensuite, à toutes les semaines, on envoyait un courriel à chacun et chacune des inscrits-inscrites, leur demandant de participer à un questionnaire qui allait prendre pas plus que 30 secondes. Donc, à chaque semaine, systématiquement, le mardi matin, on envoyait un courriel leur demandant donc de compléter. Puis on mettait, puisqu'on savait qu'il faut vraiment réduire le temps, là, on savait que pour la plupart d'entre eux, c'est-à-dire à peu près 95 des répondants, il y a personne qui aurait des symptômes associés à la grippe. Donc, on mettait non par défaut dans les cases. S'il y avait un oui, il y a quelques questions qui pouvaient s'étendre pour qu'on puisse avoir de l'information. Encourager la participation sur le web de manière répétée. Et juste pour faire une synthèse, ça a duré 26 semaines avant qu'on suspende l'activité du site. 26 semaines, pendant 26 semaines, il y a à peu près 700 à 1000 personnes qui ont répondu à nos questions. Comme incitatif, on n'avait pas d'argent, pas de prix à faire gagner ou à faire tirer, mais on a fait le pari que si on leur rendait des résultats rapidement, je parlais de la rapidité tout à l'heure, que ce serait un petit bonbon.
et que ce serait un petit bonbon qui pourrait être intéressant puis qui démontrerait que les données sont retournées à la population puis qu'on est dans un... Tu sais, on cherche à leur rendre une partie de ce qu'ils nous ont donné. Donc, à chaque semaine, on avait un point qui s'ajoutait avec un petit texte pour dire ce qui s'était passé pendant la semaine. On avait aussi une carte des participants, donc sur un fond de carte Google Maps. Et puis, on pouvait cliquer, mais pas jusqu'à la rue, on avait le code postal, mais on n'allait pas jusqu'à permettre de creuser plus loin que de voir des petits bonhommes qui remplissent l'île de Montréal. Et puis, on avait un algorithme aussi qui créait des écarts de plusieurs coins de rue, juste pour... Donc, c'était aussi juste une manière de dire, bien, l'information par rapport au code postal permet de vous situer là, dans l'univers de tous les autres participants. Donc, à chaque semaine, un nouveau résultat interprété de manière sommaire pour dire, bien, ça monte toujours, on atteint un pic, qu'on mettait en comparaison avec en bleu les inscriptions pour syndrome d'allure grippale à l'urgence et les cas confirmés, donc en orange. Donc, on a un pourcentage de grippe et puis on a les autres colonnes. Donc, on voit déjà qu'il y a quelque chose qui se passe avant. Présence dans les médias sociaux, on a dit on fait la totale. Tu sais, on développe un site web plutôt participatif et on se lance dans les médias sociaux. On ne savait pas dans quoi on s'embarquait. Peu de temps, trop de travail, pas de ressources. J'ai écrit des blogs, j'ai fait du Twitter, j'avais heureusement quelqu'un sur Facebook, parce que je ne suis pas sur Facebook, donc je ne connais rien dans la mécanique. Donc, il y avait quelqu'un qui alimentait un peu Facebook, mais ça faisait partie de notre pari, de dire, bien, on va communiquer, on va essayer de vulgariser un peu ce qu'on fait comme travail. Et on va essayer de se servir des médias sociaux pour faire connaître le travail qu'on fait et aussi recevoir des commentaires par rapport au travail qu'on fait. Un graphique synthèse en bleu foncé, tout en bas ici, les nombres absolus de cas H1N1 confirmés. Orange, c'est les syndromes d'allure grippale aux urgences. Donc, on avait des rapports quotidiens qu'on a transposés ici sur forme hebdomadaire. Le pic de la deuxième vague, là où on a dit, là, on a atteint le pic, c'est la ligne rouge pointillée. La ligne mauve foncé, là, c'est Google Flu Trends. On voit que Google Flu Trends détecte à peu près une semaine avant quand le pic arrive, puis une semaine avant quand ça commence à redescendre. Grippe Montréal, fuchsia, rose, fait à peu près la même chose que Google Flu Trends. L'enjeu, c'est que ce n'est pas un échantillon aléatoire. C'est un échantillon de volontaire qui a fait un peu boule de neige. Quand on a parlé de Grippe Montréal dans les médias, on a eu des hausses de participation, des hausses d'inscription. Mais on a fait le pari qu'à cette échelle, on voulait tester aussi notre capacité à faire de la surveillance avec des échantillons peut-être pas nécessairement représentatifs. Puis voir comment on pourrait peut-être ajuster les échantillons qu'on compose via Internet. La dernière ligne, le bleu pour le fun, c'était la couverture média via Influence Communication là, qui rapportait, c'était au premier rang de la journée ou de la semaine. Là. Et puis, même eux sont très collés avec les inscriptions aux urgences et les nouveaux cas qui étaient communiqués quasi quotidiennement par la santé publique dans divers lieux, donc aux médias. Donc, c'était repris dans la nouvelle. Mais si on avait eu
aucun autre système officiel, qu'on avait eu juste Grippe Montréal, on aurait été correct pour prédire ce pic, puis quand le moment à partir duquel ça commence à descendre. L'objectif, ce n'était pas de remplacer les systèmes en place, mais de voir si on pouvait travailler de manière complémentaire avec d'autres sources de données. Si on a d'autres sources de données, c'est un très bon moment pour tester la force de nos outils, la force de nos innovations. On a constaté que c'était donc utile comme système pour détecter rapidement les hausses, les baisses de l'activité grippale. Définitivement plus économique. 26 semaines, si on avait fait 26 semaines d'enquête téléphonique, on aurait vraiment dépassé notre budget. Ça n'aurait pas été possible. Le temps pour un cycle d'enquête a été réduit parce qu'on produisait une donnée 4 jours après la fermeture du questionnaire. Donc, à tous les lundis, à tous les mardis matins, quand on envoyait un courriel de rappel, on disait en même temps, les nouveaux résultats sont disponibles. Donc, ça impliquait quand même un travail soutenu. Puis, on pense qu'il y a un potentiel pour suivre d'autres états de santé. Il y a des états de santé qui sont peut-être, qui nécessitent ce genre d'intervention, peut-être davantage près de la protection. On a fait des blagues récemment. On a dit, est-ce qu'on devrait transformer Grippe Montréal en Punaise Montréal pour voir comment on se sert d'un système comme celui-là qui repose sur la participation soutenue, mais aussi rapide de la population. Il reste toutefois des défis à relever. J'ai évoqué la question de la représentativité, la capacité de faire de l'inférence statistique. Je ne rentre pas dans le détail, mais on nous questionne encore sur cette capacité-là et on se questionne aussi. La production hebdomadaire, elle est exigeante si on n'a pas une équipe étendue, même s'il y a un certain nombre de choses qu'on peut automatiser, on peut commencer à automatiser. Il reste qu'il y a un défi à ce niveau-là. Il faut des ressources dédiées à l'alimentation des divers médias sociaux. C'est extrêmement lourd, surtout lorsqu'on essaie de faire aussi notre travail de bien analyser les données. Donc, l'expérience nous montre que il faut se rapprocher de je pense qu'il faut se rapprocher de son mandat puis de ses spécialités, puis travailler plutôt en collaboration avec d'autres, notamment pour la question des médias sociaux. Si on plonge dans tout, les risques de se noyer sont assez élevés. Je dis que c'est un changement de paradigme où ça implique de relever le défi d'un changement de paradigme, et c'est plus par rapport à cette culture d'un contrôle de l'information vers un partage de l'information. On va le voir aussi par rapport à tout ce courant là, qui cherche à la libération des données. On parle d'un courant de libération, un mouvement de libération des données, un peu comme celui qui n'est pas tout à fait du même ordre que celui des nains de jardin. Mais on dit qu'il faut libérer les données, rendre les données accessibles à la population, à certains groupes pour qu'ils puissent les réutiliser. Il y a un entre-deux, là, qu'il faut essayer de mieux comprendre. Mais il y a néanmoins ce changement où, lorsqu'on rend les données, on se rend aussi plus imputable. Donc, il y a la question d'imputabilité qui vient avec le privilège de pouvoir avoir ces données-là. Donc, la capacité d'utiliser les données vient avec le privilège qu'on nous accorde d'accéder à ces données. Et puis, cette reconnaissance doit passer par une certaine forme de transparence. Il est clair que si on fait des portraits qui ne sont pas très joyeux de l'état de santé de la population et que 5 ans plus tard, on revient puis c'est le même portrait, on a des comptes à rendre, quelque part, comme organisation. Donc, des défis à relever. Et maintenant, parce que je vais quand même en profiter pour vous parler un peu de ce qu'on fait comme travail, puis comment le projet Grippe Montréal nous a inspiré à
à passer à une seconde étape. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille, presque 3 ans maintenant, qu'on travaille à la planification d'un vaste programme d'enquête sur la santé des Montréalais. Il est actuellement au stade de planification, il a été financé, puis on prépare le premier cycle d'enquête. On parle de 36 000 Montréalais qui seront interrogés au cours des 6 prochaines années. Donc, c'est à peu près 12 000 à tous les 2 ans. Pourquoi 12 000? Parce qu'on a une responsabilité de soutien envers nos partenaires des centres de santé et de services sociaux à Montréal, et ils sont 12. Donc, il y a 12 territoires de C3S, et ils réclament, pour l'exercice de leur fonction de santé publique ou leur travail de santé publique, d'avoir des données fiables à l'échelle de leur territoire. Aucune autre enquête, pan-canadienne ou québécoise, ne permet d'avoir des données fiables à une échelle aussi fine, à une échelle locale. Et donc, on a pris sur nous de mettre sur pied ce programme d'enquête pour donc répondre aux besoins locaux et dont la finalité, évidemment, c'est d'orienter les actions de santé publique en fonction des problèmes prioritaires à une échelle locale, donc à une échelle de C3S. Donc, utiliser l'Internet pour la suivre. Oh, je m'excuse, il était très tard ou très tôt ce matin. Pour suivre l'état de santé des Montréalais. Pourquoi Internet? Bien, on pense qu'il y a peut-être là une solution ou une option pour contrer la chute des taux de réponse aux enquêtes téléphoniques. Un gant, je l'ai juste mis en parenthèse pour vous expliquer un peu que une enquête aléatoire de type téléphonique est basée, la plupart du temps, sur une génération aléatoire de numéros de téléphone. Donc, on génère un certain nombre de numéros de téléphone de manière aléatoire. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a de plus en plus de ménages qui vivent sans téléphone fixe. Les gens qui ont uniquement un téléphone cellulaire sont beaucoup plus difficiles à rejoindre, sont moins portés à cause des coûts que ça leur coûte de parler au téléphone pendant 20 minutes. Des afficheurs, de dire « je ne réponds pas », c'est croppe, je n'ai pas envie de répondre à un autre sondage. Donc, il y a un impact là, sur la qualité des données. Et puis, on est à un point tournant, charnière, parce que depuis 10 ans, ça décline, puis là, ça commence à décliner un peu plus. On sait par ailleurs, via nos enquêtes, parce qu'on mène aussi des enquêtes biannuelles, qu'on est rendu à peu près à 83 % des ménages qui ont un accès à Internet à Montréal. Toutefois, si on veut faire des enquêtes Internet probabilistes avec des échantillons aléatoires, il faut une liste. On n'a pas de liste de courriels de l'ensemble des Montréalais de laquelle on pourrait tirer 12 000 personnes. On sait qu'il y a un accès variable à l'Internet selon le niveau socio-économique. Donc, ça va de 74 ou 72 % à 98 %, tout dépendant où on se situe sur l'île. Et donc, ça peut amener des écarts importants ou ça peut introduire des biais importants. Et ce qu'on ne sait pas encore tout à fait, c'est quel genre de biais, dans une enquête populationnelle sur l'état de santé, quel genre de biais on introduit lorsqu'on combine, par exemple, des données d'enquête téléphonique et des données d'enquête web. Tu sais, dans l'une, il y a quelqu'un au bout du fil, dans l'autre, c'est un questionnaire auto-administré dans un environnement technologique. Ces questions-là sont importantes pour nous parce qu'on prend des décisions sur la base de ces données-là. On n'est pas tant dans une perspective d'exploration, de recherche, mais on a à suivre, puis on a à suivre dans le temps et dans l'espace. Si on crée des ruptures qui sont trop grandes en termes de méthode, puis qu'on n'arrive pas à les contrôler, bien, on va voir apparaître des sauts qui sont peut-être attribuables davantage à nos manières de faire qu'à la réalité, qu'à l'état de santé fluctuant de la population. Toutefois, on a mis en place et on réalise actuellement des projets pour valider de nouvelles manières de faire. On a un projet méthodologique avec l'Institut de la statistique du Québec qui est aussi très préoccupé par la chute des taux de réponse et regarde aussi du côté du web pour faire leurs enquêtes. Donc,
on était tous les deux à avoir les mêmes questionnements. On a dit, bien, pourquoi on ne se mettrait pas ensemble pour essayer de développer un projet qui nous permettra d'explorer la possibilité d'utiliser certaines bases de sondage. Des chercheurs utilisent la base de la RAMQ, la base des abonnés à la RAMQ, pour tirer des échantillons. Dans le cadre d'un mandat de santé publique, dans le cadre du mandat légal du directeur, dans le cadre du mandat légal de l'Institut de la statistique du Québec, il y a des ententes qui se créent pour accéder à des échantillons tirés de bases de la Régie de l'assurance maladie du Québec, évidemment en passant par la Commission d'accès à l'information, etc. Donc, mais ces bases de sondage sont différentes d'une génération aléatoire de numéros de téléphone. Puis dans un premier temps, on va essayer de valider si on produit des résultats qui sont comparables. On veut aussi évaluer notre capacité à produire des estimations comparables selon les modes de collecte. Donc, on met en place un volet de projet méthodologique où on va être en bimode. On va recueillir la même information, mais sur deux modes de collecte. Et évidemment, on cherche à essayer de mieux comprendre les biais inhérents aux enquêtes sur le web. Les biais de couverture, qu'est-ce qu'on fait avec les populations moins branchées. Puis on vise à évaluer quel genre d'efforts il faut déployer pour que quelqu'un réponde sur le web. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à aller chez lui avec un ordinateur? Ça s'est fait dans d'autres contextes, dans les contextes américains, où pour ne pas perdre quelqu'un qui avait été choisi au hasard, on allait jusqu'à lui ou jusqu'à elle. Peut-être qu'il y aura on arrivera à une position intermédiaire où on mettra un ordinateur dans un centre communautaire ou dans un lieu à proximité dans un quartier donné, un poste dédié dans une bibliothèque. Je pense qu'on est là aussi, il faut aller au-delà de l'argument qui dit « tout le monde n'a pas accès à Internet ». OK. Acceptons-le. À partir de là, on fait quoi? Donc, quel genre d'accessibilité est-ce qu'on peut donner à ces personnes pour qu'elles s'expriment dans le contexte ou dans le cadre d'enquêtes de santé qui visent l'amélioration de l'état de santé de l'ensemble de la population, et dans ce cas-ci, de la population montréalaise. Complémentairement, on veut le pousser encore un petit peu plus loin et on est intéressé à ces fameux panels web. Donc, c'est des panels de volontaires qui s'inscrivent sur des sites et qui disent « moi, je veux participer à des enquêtes ». Les firmes de sondage les utilisent de plus en plus. Léger Marketing vante son panel web et ses panels web comme des panels qui permettent de produire des données tout aussi fiables que ce qu'ils faisaient par ailleurs avec le téléphonique ou avec les enquêtes téléphoniques. Dans le champ de l'opinion publique, politique, dans le champ du marketing, que le produit soit rouge ou bleu, c'est une chose. Dans le champ de la santé, peu de recherche ou peu d'investigations systématiques des écarts qui sont créés et des écarts qui sont créés avec des panels web. On sait que, sachant que l'usage de l'Internet est dépendant des conditions socio-économiques et que les conditions socio-économiques sont associées à des états de santé plus ou moins favorables, on passerait à côté si on ne regardait pas le problème de face. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire dans ces différents volets avant de se lancer les yeux bandés au bord du précipice, puis faire un truc qui ne serait pas viable. Des changements à venir. J'essaie d'imaginer vers où on pourrait s'en aller ou vers où on s'en va avec les enquêtes. Une chose est certaine, on va difficilement, à court terme, pouvoir se passer d'informations fiables sur l'état de santé de la population. Pour faire ça, on sait que les bases de données administratives parlent davantage des personnes qui fréquentent le réseau de la santé que l'ensemble de la population. Il va peut-être falloir s'adapter graduellement vers de nouveaux usages du web. Évidemment, il va falloir considérer les différents profils de la population. Une population vieillissante, mais une population vieillissante qui est de plus en plus branchée, hein, au Québec en particulier. Donc, on parle des 55 ans et plus, là, qui sont de plus en plus branchés. Donc, la proportion des ménages ou des personnes qui n'ont pas accès à Internet va tendre à diminuer
avec le temps. Je pense que les enquêtes, dans le futur, et quand je parle du futur, c'est pas dans 10 ans, là, vont devoir capitaliser ou se servir davantage des nouvelles technos. On parle des téléphones intelligents. Que la participation soit adaptée aussi aux contraintes de temps. On se retrouve dans un univers où on est très sollicité. Et là, si on demande à quelqu'un demain de participer à une enquête en ligne qui va prendre 20 à 25 minutes de son temps, de son précieux temps, ça va peut-être être difficile. Mais si on lui dit, pour les 5 prochaines semaines, seriez-vous prêt à répondre à 5 questions à chaque semaine, qui va vous prendre beaucoup moins de temps? Et là, l'effort que nous, on a à faire, c'est de fidéliser ces gens-là. S'assurer que une fois par semaine, ils sont au bout du fil, ou ils sont au bout de leur ordinateur, ils sont au bout de leur téléphone portable, et ils répondent à ces 5 questions-là. De toute façon, une collecte, dans le cadre d'une enquête, ça peut prendre 1 an avant de faire le tour. Fait que si on l'étend dans le temps, on n'est pas si pressé, non? Qu'on ne peut pas s'ajuster aux différents besoins. La question des enquêtes longitudinales. Fidéliser des gens pour les suivre dans le temps, puis dire, bien, écoutez, aujourd'hui, on a une nouvelle technologie, l'Internet, qui permet un premier contact, une première participation qui pourrait peut-être aider à mieux comprendre certains états de santé, certains de ces déterminants dans le temps. Parce que la plupart des enquêtes qu'on fait sont des enquêtes transversales, c'est une tranche. Mais si on pouvait suivre, imaginons, 1000 répondants ou 1500 répondants sur une période de 4, 5, 6, voire 40 ou 50 ans, comme ça existe, comme des panels ou des cohortes existent en Angleterre et ailleurs. De dire, bien, pourquoi pas commencer aujourd'hui avec un groupe et les suivre dans le temps. Et je pense que l'Internet a un bon potentiel pour garder le contact. Des interventions en temps réel en fonction des résultats. On parlait d'incitatif un peu plus tôt, dire, bon, ce qu'on peut donner, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des cadeaux. Des résultats, ce n'est pas sexy pour tout le monde. Des statistiques. Des résultats ou une analyse de ces résultats autour d'une intervention ciblée ou autour d'un profil de base. Vous vous situez où par rapport aux autres Montréalais? Sur quelques indicateurs clés, en disant, ben voilà. Et puis on explore, pour ce premier cycle d'enquête, on explore cette option pour permettre aux gens qui ont été, à qui on demande de participer parce qu'on les a tirés d'une liste, et permettre aussi aux autres qui seraient intéressés parce qu'ils en ont entendu parler, de répondre à des questions pour avoir des éléments de profil. Et on est en santé publique, on a toute une équipe d'intervention qui pourrait soutenir aussi certains de leurs programmes lorsque vient le temps de dire, bon, bien, écoutez, que ce soit sur l'alimentation, la cessation tabagique ou l'activité physique, on peut rediriger les gens. Donc, ce serait une bonne occasion de mailler des activités de surveillance qui arrivent souvent en amont donc, de la planification, pour dire, est-ce qu'on peut se mailler dans cet univers pour amorcer déjà une action d'intervention. La question d'un accès à des données d'enquête, je dirais dénominalisées, bien entendu. Ça se fait ailleurs, on le réclame ailleurs. Il y a tout un mouvement, on en parlait plus tôt, là, initié notamment par Obama aux États-Unis avec la mise sur pied de data.gov qui rendait obligatoire le dépôt des données détenues par les grandes organisations, je le vois là, américaines. Quoique je lisais hier ou ce matin que les républicains sont en train de vouloir tirer la, comment on dit en bon français, tirer la prise de ce data.gov. Des enquêtes indirectes, des blogs, Twitter, Facebook, il y a des gens qui font du travail fascinant d'analyse, des blogs,
avec des algorithmes puis des représentations là, qui vont assez loin. Ce que je pense, c'est qu'on n'est peut-être pas rendu là encore. Je pense que ça donne des bons guides, mais on n'est pas rendu là pour suivre l'état de santé de la population. Peut-être que les enquêtes qu'on mène à une échelle locale, des enquêtes qui touchent celles qu'on va mener au cours des prochaines années, vont nous donner une base de référence à laquelle on pourrait confronter des nouveaux travaux, nouveaux types d'enquêtes.